Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité, un débat de ce 8 août 2024. Nous sommes bien sûr le jeudi. Les jeudis, j'ai souvent de la chance. J'ai deux doyens aujourd'hui. Lui fait partie, l'un d'entre ces doyens fait partie des premiers qui ont lancé cette émission. Et après, il a voulu m'abandonner, mais je lui ai dit, grand frère, pardon, revenez. L'autre, vous le connaissez aujourd'hui, il est seul, donc je peux le malmener. Je commence par le premier, Idelphonse Akpaki, le responsable de la Gazette du Togo. Bonjour Idelphonse. Bonjour Anita et bonjour à tous ceux et celles qui nous suivent. Abbas, bonjour. Ciao, on va se voir aujourd'hui. Il arrive en principe, donc il faut préparer la troisième chaise. Il ne peut pas. C'est toi qui le dis. Il ne peut pas. Hier, on était ensemble. Il m'a dit que. Moi, j'ai dit il ne peut pas. Il ne peut pas? Non. Ok, c'est ce qu'on va voir. Il arrive. Alors, Idelphonse, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Vous nous avez tellement manqué. Plaisir partagé. Et ça fait vraiment un bon bout de temps. Et je crois que nous allons renouer. Avec les bonnes habitudes. Vraiment, ça sera un plaisir de venir partager ces moments avec les téléspectateurs de la Télé Espoir 47. C'est pas bien d'abandonner ses enfants comme ça. Avec les fois. Alors, avant d'entrer dans les sujets à discuter, à débattre plutôt dans cette émission, je vous laisse suivre un extrait d'éléments et on revient ici. Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Oh Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Oh Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Alors, il a dit dans sa chanson, Au Seigneur, accueille-moi. La mauvaise nouvelle est tombée dimanche dernier et nombreux sont ces Togolais qui ont rendu hommage à ce grand homme, Monseigneur Nicodème Anani Bénissan Bariga. Aujourd'hui, nous allons lui rendre hommage à notre manière sur ce plateau. Je commence avec vous, Abbas. Il l'a dit à la fin de ce morceau. Ce n'est pas la fin du morceau, mais l'extrait que nous avons joué. Ma vie, c'est Dieu. Ô Seigneur, accueille-moi. Vous savez, lorsque moi j'ai appris la nouvelle, premièrement, j'ai commencé par douter. Douter, parce qu'on sait comment sur les réseaux sociaux on tue les gens. Donc je doutais jusqu'à un moment où j'ai vu la note du clergé qui confirmait la mort. Et ça, en ce moment, j'ai dit, c'était triste. Je raconte rapidement une petite anecdote. Quand j'ai lu sur les réseaux sociaux, la première réaction, c'est de capter Radio Maria. Ça a été ma première réaction. Quand j'ai capté, j'ai entendu les mélodies grégoriennes, j'ai dit, c'est vrai. Moi, je n'avais pas eu cette idée-là. Finalement, ça a été confirmé, mais c'est dommage. Très dommage que le Togo ait perdu, dans sa fleur de l'âge même, un si grand homme de l'État. Le Togo, l'Église catholique et l'ensemble même des Togolais et Togolaises ont perdu quelqu'un de valeur qui n'a pas fini, je dirais, sa mission et Dieu l'a rappelé. Parce qu'il a une grande mission qu'il est en train de faire, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau même de la nation togolaise même. C'est très déplorable. Je ne sais pas, parce que c'est un nom compliqué. Si on vous demande aujourd'hui, Abbas, vous en tant que journaliste, vous en tant que Abbas Issaka, de rendre un hommage à cet homme,
surtout par rapport à son rôle joué dans la réconciliation et la justice sociale. Oui, c'est ça que je suis en train de dire, parce que c'est un hommage qu'il faudrait rappeler pour dire que c'est un homme qui a été vaste, intense et dense pour la nation togolaise et pour l'Église. D'abord, il a commencé une mission, surtout lorsqu'il a été nommé en 2008, je crois, désigné comme président pour réconcilier les Togolais. Commission Vérité, Justice, Réconciliation, parce qu'on l'a réclamé, des atrocités et des violences depuis 1958 jusqu'à 2005. On a vu comment il s'est investi. Il s'est beaucoup investi pour amener les Togolais à se réconcilier. Et là, il a pris son bâton de pèlerin pour sillonner toute l'étendue du territoire national, où il a écouté les uns et les autres. Ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu amener les gens à agir ainsi? Il est revenu et il a pondu un rapport qu'il a soumis au chef de l'État. Et c'est dans ce cadre même que, juste après son rapport, qu'il y a eu la mise en place de Ashkroum. Pour que ceux-là qui ont subi cette violence-là soient indemnisés. Donc, Monseigneur Bariga, il a fait pour le Togo. Et il a toujours joué beaucoup de rôles, mais en sourdine. Lorsqu'il y a des problèmes, il va directement même rencontrer le chef de l'État pour que il y ait apaisement. Il n'a pas voulu quelque chose qui ait de violence. Il a conduit même les dialogues entre l'opposition et le pouvoir. C'est quelqu'un même qui fait il est quelqu'un qui arrive à parler et au pouvoir et à l'opposition. Donc, ce monsieur, j'ai dit que nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu. On ne sait pas si on peut, parce que des gens comme ça sont irremplaçables. Ah oui. J'ai dit, si on pouvait trouver encore quelqu'un de ce monsieur-là, comme ça, on va sortir. Parce que j'ai dit, la réconciliation au Togo n'est même pas encore arrivée. Il s'est débattu, mais pour le moment, c'est toujours, il y a des gens qui sont toujours haineux envers eux. Le pourquoi il s'est battu, il n'a pas encore pu réaliser. Il a fait l'unanimité entre l'ensemble des Togolais. C'est quand même l'une des rares personnes qui arrive à faire l'unanimité. Et c'est pour cela, j'ai vu à son décès hier, il y a le clergé, une délégation du clergé. Oui, on parlait tout à l'heure, mais pour l'instant, laissons le temps à Ildefonse de rendre hommage à cet illustre disparu, Ildefonse, un catholique qui a perdu son évêque d'abord et a perdu un fils togolais. Je crois qu'en tant que... Vous avez un point commun, est-ce que vous le savez? Votre point commun, c'est la Vierge Marie. Oui, mais... De la manière dont vous parlez de la Vierge Marie, c'est de cette même manière. Je crois que j'ai été, avant de revenir même sur ce point, permettez-moi en tant que chrétien catholique de dire ces phrases qui, d'habitude, lorsque nous perdons un être cher ou bien quelqu'un, que nous avons l'habitude de dire au sein de l'Église catholique. Seigneur, accorde-lui le repos éternel et que brille à jamais la lumière sans déclin et que son âme repose en paix. Amen. Vous savez, Abbas a dit beaucoup de choses. J'ai été ces derniers moments très proche de l'archevêque. Notre dernière rencontre remonte au 29 novembre 2023. Nous avons parlé de leur aîné dans l'épiscopat, feu Monseigneur Philippe Fanoko-Kodjo. On a eu une discussion de plus d'1h30. C'était justement trouver les voies et moyens qu'il fallait pour faire revenir au pays le doyen. Avant qu'il ne décède. Avant qu'il ne décède. Pour qu'il revienne jouir de sa retraite paisiblement au Togo.
Abbas a vanté toutes les qualités de Monseigneur Bariga. Et ce que je peux ajouter, c'est que c'est un fin diplomate. Un très fin diplomate. Il accueille tout. Moi, j'ai compris dans les actes de ce monsieur que c'est un tout complet. C'est-à-dire la manière dont vous le voyez agir, c'est de cette même manière qu'il parle, c'est de cette même manière qu'il décide de faire certaines choses, et c'est de cette même manière qu'il est parti. Parce que il y a 2 mardis, j'étais à l'archevêché et j'ai rencontré un de ses proches. C'est lui qui m'a soufflé à l'oreille que l'état de santé de Monseigneur n'allait pas du tout bien. C'est vrai qu'il a subi une opération aux États-Unis, ça a réussi, mais tout d'un coup, son état de santé a chuté. Et il me faisait comprendre que le tout pouvait arriver à tout moment. Que tout pouvait arriver à tout moment. Et donc, ce dimanche 4 août, bizarrement, c'est l'anniversaire de décès de ma grande sœur. Elle aussi, elle est décédée le 10 mai dernier. Alors, nous étions là, dans ce recueillement, quand mon portable a sonné et on m'annonçait le décès. Je n'étais pas surpris parce que, d'abord, j'ai remarqué déjà le 29 novembre 2023, quand je l'ai rencontré, puisque c'était notre dernière rencontre. Il y avait eu des rencontres antérieures. Et c'était sur la vie, non seulement c'était pas des discussions de chrétienté, mais c'était la nation togolaise qui était au cœur de nos discussions pour la plupart du temps. C'est vrai qu'au début de nos échanges, il confiait tout ce que nous allons dire au Seigneur, mais c'était beaucoup plus centré sur la vie de la nation togolaise. C'est-à-dire un pasteur du troupeau qui avait à cœur et à charge les affaires de la cité, ce qui n'allait pas. Et comme Abbas l'a dit, c'est une figure imminente que notre cher pays, le Togo, a perdu. Il a mis toutes ses qualités à servir et le peuple togolais et le Togo. La mission qui lui a été confiée, celle de la réconciliation, il a essayé de faire ce qu'il faut. Moi, je me rappelle que quelques années plus tard, il a fait une sortie en regrettant que le travail qui a été fait, le rapport qui a été présenté, les recommandations qui doivent être prises en compte pour qu'il y ait une vraie réconciliation, ce n'est pas ça. Il a même dit qu'à un moment donné, les bourreaux n'arrivaient même pas à accepter avoir offensé. Et il priait à ce que tout ça là soit pris en compte. Même au chef de l'État, il a dit, et c'est dans le rapport, que le chef de l'État doit présenter des excuses publiques, surtout aux victimes. Parce que tout cela s'était passé à un moment où la première personne à indexer, c'était lui. Et donc, nous avons perdu, franchement, nous avons perdu un citoyen qui était à la hauteur. Et comme il a dit, Abbas, je ne sais pas si dans l'avenir, le Seigneur peut nous faire grâce d'avoir quelqu'un comme lui. Eh bien, c'est tout le peuple togolais qui est attristé. Et le premier des Togolais, le chef de l'État, a reçu hier une délégation de la conférence des évêques du Togo. Et par la suite, il a présenté ses condoléances à la famille biologique de l'archevêque, à l'Église catholique et à tous les... Non, à la famille biologique, à l'Église catholique et à tous les chrétiens catholiques. Abbas, vous savez, nous sommes dans un pays où quand il y a une action qui est posée, il y a des commentaires qui se font autour. Pour certaines personnes, c'était trop tard parce que c'est une grande personnalité qui est décédée.
la démarche du chef de l'État était trop tard. Pour d'autres, pourquoi ça n'a pas été fait lorsque ce fut le cas de feu Monseigneur Podjro? Dites-nous, Abbas, trop tard, pourquoi ça n'a pas été fait? Est-ce que c'est la SET qui n'avait pas fait cette démarche-là quand c'était le cas du doyen? Non, je ne pense pas que c'est trop tard. Parce qu'il est décédé, je crois que c'est dimanche. Il a décédé dimanche et mercredi, le chef de l'État a reçu une délégation de la SET. Je ne trouve pas ce retard-là parce que ça dépend aussi de la préparation au niveau du clergé et de la disponibilité selon le calendrier même du chef de l'État à l'Eurospoir. Donc ça ne se passe pas comme c'est des institutions de la République. Et il faut respecter certaines normes, certaines procédures avant d'aller. Ça pouvait être plus vite que ça, mais quand ça va se passer, si on va dire que donc on attendait sa mort, c'est des procédures qu'on suit. Donc c'est dans le protocole d'État que ça se passe ainsi. Rien n'est tard. Monseigneur Bariga est un homme d'État. Et il est en fonction avant de mourir. Il est toujours Monseigneur, le clergé de Monseigneur jusqu'à... Il est actuellement en activité. Quelqu'un qui a servi même la nation togolaise, il n'a pas encore fini sa mission. Il est en train. Et les discussions en sourdine. Ildefonse a relevé certaines choses, situations maintenant. Il y a certains actes qu'il pose que nous ne voyons pas. Il va rencontrer même le chef de l'État pour soumettre certaines inquiétudes des populations. Nous avons sillonné le pays, voilà ce que nous avons relevé, mais ici, il manque beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, lui, au moins, lui, le chef de l'État, il prend certaines dispositions, certaines mesures. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours en activité. Il y a des comparaisons qu'il ne faut pas beaucoup faire dans ces genres de situations. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu la même démarche par rapport à Monseigneur Podjro et la démarche contraire par rapport à Monseigneur Bariga. Tout ça là, ça dépend du clergé. Et c'est au clergé de dire voilà ce que nous faisons. Si le clergé ne le dit pas, vous n'allez pas dire que non. Donc, le clergé sait pourquoi ces deux situations se sont présentées et a pris ces mesures pour aller dire au chef de l'État officiellement que nous avons perdu un grand homme. Et le chef de l'État a présenté ses excuses comme tout le monde de l'État togolais, disant ses à l'Église et à sa famille également, et même à toute la nation togolaise. Donc je pense que c'est pas, je ne trouve pas cette comparaison entre ce qui cette comparaison n'a pas lieu d'être selon moi. Bon, pour moi, à mon niveau, selon moi, je ne trouve pas une comparaison qu'il faut faire par rapport à ça. Il faut dire que pourquoi on a fait ceci, on n'a pas fait ceci. Ça dépend, comme je l'ai dit, des démarches qui sont engagées. Et ça dépend de comment les choses se sont déroulées et se sont passées à tous les niveaux. Et c'est le clergé qui prend l'initiative de faire toutes ces démarches. Ce n'est pas le chef de l'État qui va prendre ces démarches. C'est le clergé qui va dire, bon, nous voulons faire ceci, et on voit le programme du chef de l'État, le temps du chef de l'État, son chronogramme, et on sollicite une audience et puis on va le voir. Donc c'est pas, pour moi, il n'y a pas de... Pas besoin de faire des comparaisons. Alors, Ildefonse, je crois qu'il a parlé comparaison. Je crois d'abord qu'il a parlé du protocole d'État. Il faut s'en tenir à ça d'abord. Et ensuite, il faut faire remarquer que, contrairement à feu Monseigneur Bariga, toujours en action avant son décès, Monseigneur Podjro était un évêque émérite, c'est-à-dire admis à la retraite. Il n'était plus dans l'exercice de sa fonction. C'est le premier point. Le deuxième point, et ça, je crois qu'aujourd'hui que Monseigneur Nicodème n'est plus, je peux en parler. Dans l'une de nos rencontres, il m'a fait part de ce que son aîné dans l'épiscopat, Monseigneur Podjro,
lui a fait comprendre que tant que M. Faure Gnassingbé ne quitte pas le pouvoir, il ne va plus rentrer au Togo. Oui, ça c'est des confidences que je relève aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Mais je voudrais d'abord, puisque nous sommes sur ce point-là, comparaison, pourquoi on n'a pas fait ci, pourquoi on n'a pas fait ça. Donc, j'ai parlé de l'émérite, de l'archevêque émérite qui n'est plus en fonction, d'abord. Et puis, je parle aujourd'hui de certaines confidences par rapport au fait qu'il a dit, tant que M. Faure Gnassingbé sera au pouvoir, je ne rentre pas au Togo. Et puis la troisième chose, c'est que à un moment donné, Monseigneur Podjoro de Vénéré Mémoire, qui est l'aîné de l'épiscopat togolais, s'en est pris à l'épiscopat entre-temps. Et personnellement, Monseigneur Bariga, il y a eu des correspondances qui sont encore là aujourd'hui, il y a des éléments sonores qui sont là aujourd'hui. Et je crois que c'est vrai que ce n'est pas le moment d'en parler de tout ça, mais c'est la question que tu m'as posée qui fait qui fait que je dois au moins ébruiter sur certaines choses pour dire il y a des choses qu'il faut comparer, il y a aussi des choses qu'il ne faut pas comparer. Tout ce que je peux retenir, c'est que actuellement, Feu Monseigneur Nicodème Anani Bariga est l'archevêque de Lomé encore en fonction. Et s'il décède, et comme il a dit, c'est un homme d'État. Il faut que une délégation de la conférence épiscopale se rende à la présidence de la République pour informer le chef de l'État de cette triste nouvelle. Je crois que c'est dans l'ordre des choses. Voilà, c'était notre façon à nous ici. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Quand également Monseigneur Doussa était décédé, c'était les mêmes démarches que vous avez vues. Il était en fonction avant qu'il ne décède. Et c'est les hommages. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas et on mélange tout. C'est qu'il y a trop de sentiments dans ces genres de situations. C'est ça qui fait que chacun va de son commentaire sans analyser, sans savoir ce qui se passe, sans faire un recul en arrière et dire, parce que les gens sont allés jusqu'à coller l'étiquette de bleu à Monseigneur Bariga. Ça ne se passe pas comme ça. Quand vous êtes dans un état, il faut savoir comment les choses, des procédures sont. Qu'est-ce qu'il y a à faire quand il y a ceci? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand il y a cela? Parce que quand vous allez vous mettre dans ce genre de commentaires, c'est que vous-même vous allez vous rendre plus ridicule que ça. Et puis surtout que ce sont des hommes de Dieu, on ne sait jamais, vous allez vous coller des péchés. Ce n'est pas que vous allez vous coller des péchés, mais il y a une vérité absolue. Moi, je trouve que c'est une vérité absolue sur le plan purement togolais. Et cette vérité-là, c'est que la politique a gangréné tout au Togo. C'est là. La politique a gangréné tout au Togo. Ceux qui ont parlé de ce que Feu Monseigneur Bariga est bleu, on est même allé jusqu'à dire qu'il a comploté contre Monseigneur Podjoro. Tout ça, là, c'est de la politique. Et c'est venu même des hommes politiques. Et quelquefois même... la politique ne serait pas en dessous de ces commentaires-là. Peut-être eux, ils ne viennent pas à la place publique le dire. Ce sont les activistes qui sortent de ces choses-là. Mais est-ce que... Les activistes sont de quel bord? De quelle accointance? Appartiennent à quelle formation politique? Parce que je crois savoir aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, que chacun essaie à sa manière de gérer sa communication à travers les activistes. C'est ça. Je sais de quoi moi je parle. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais faire économie de certaines vérités et qu'au grand jour qu'on puisse en parler. C'est peut-être un grand jour aujourd'hui, on ne sait jamais. Je crois dans la tradition africaine que quand quelqu'un décède, avant qu'on ne l'enterre, il y a des choses qu'il faut respecter. Et peut-être qu'après on pourrait parler de long en large. Je vous dis que j'ai été très proche. Nos 3 dernières rencontres, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et au moment opportun, on verra bien. Parce que lorsque les funérailles ou bien les obsèques seront organisées,
peut-être que d'autres langues vont se délier, beaucoup de choses seront mises sur la place publique. Mais là, pour le moment, saluons la mémoire de ce grand homme qui a fait preuve de vertu et de piété, qui a fait preuve d'esprit de service. Il a été vraiment au service de notre peuple. Il a perdu son temps, toujours calme. J'ai appris quelque chose chez lui. Quand vous allez chez lui, il a toujours son calepin et il note. Il a toujours noté. J'ai gardé ça comme un bon souvenir de lui. Abbas, quelque chose à ajouter? Non, bon, c'est qu'on va dire qu'il repose en paix dans le royaume éternel, comme on le dit souvent. Et qui ne cesse de prier pour le Togo. Ne cesse de prier pour parce que ce qu'il a commencé, il n'a pas pu l'achever. On a souvent l'habitude de dire que les morts ne sont pas morts et que pour nous, chrétiens, nous passons par la mort pour aller à la vie comme le Christ. Il intercède pour le peuple togolais, ensemble avec les membres de nos ancêtres. Eh bien, c'était notre manière à nous, dans cette émission, de rendre hommage à Feu Monseigneur à Nani Bénissant Bariga, archevêque de Lomé. Nous allons passer à autre sujet. Maintenant, c'est la nomination du Premier ministre et on va partir avec la une du journal Le Mania Libéré. Abel. Je confonds Abbas à Abel aujourd'hui. Hein. Abel, on peut avoir les images du Mania Libéré. Le Mania Libéré qui est dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. Le Mania Libéré qui a son site maintenant. Abbas va nous rappeler le site rapidement, Abbas. C'est mania-libéré.tg. Alors, le site qui est disponible maintenant, si vous avez besoin d'un article, vous allez rapidement sur ce site, vous allez voir l'article. Mais il ne faut pas oublier d'acheter le journal papier aussi, parce que c'est ce qui permet aux responsables de l'organe de payer à la fin du mois ses collaborateurs. Abbas, vous avez titré à votre une 5e République, nomination du Premier ministre. Victoire à Tomiga Dobé attendue pour son prochain gouvernement et son passage devant l'Assemblée. Que disent les dispositions transitoires? Oui, nous avons rappelé la nomination parce que depuis sa démission, il y a 2 mois, je pense que tout le monde attendait la nomination d'un ministre parce qu'on nous a dit qu'il y aura la nomination d'un Premier ministre pour achever la mise en place des institutions de la République. Et là, on a dit 2 mois, jusqu'à 2 mois, il y a les choses sont, alors que la Constitution dit vous avez 12 mois pour mettre en place toutes les institutions de la République. Et à la fin, c'est fini. On a perdu 2 mois et on a renommé Madame Victoire Toubé comme Premier ministre de cette transition. Maintenant, nous on s'est dit, il faudrait que son gouvernement puisse être formé parce que les choses traînent. Quand est-ce qu'on va mettre ça en place, ce gouvernement-là, alors qu'il y a déjà, on l'a nommé, on va encore traîner 1 mois, 2 mois pour le mettre en place. Il reste 10 mois pour la mise en place de ces institutions de la République. Puisque ce n'est pas suite à une élection qu'elle a été nommée, c'est une transition. Ce qui veut dire que les actions qu'elle menait, que le gouvernement même menait depuis les projets de, comment on dit ça, la feuille de route 2025 ne sont pas encore finis, donc ça va être poursuivi là-bas. Mais l'essentiel même de sa nomination, ce serait la mise en place des institutions de la République. Ces institutions, il y a ce qu'on appelle, on n'a même pas encore commencer par savoir où vont siéger les conseillers régionaux. Ça, il n'y a pas encore. On ne sait pas. Ils vont être mis en place et puis ils vont élire le président du Sénat. Pour le moment, ça aussi, ça traîne. Parce qu'il faudrait que le Sénat soit là pour qu'on ait
un parlement complet, selon la Constitution. Un parlement complet, la première chambre et la deuxième chambre. La première chambre qui est l'Assemblée nationale et la deuxième chambre qui est le Sénat. Et c'est ces chambres-là qui vont élire le président de la République et le président du Conseil des ministres. Mais si ça traîne jusqu'à ce jour, si le gouvernement, nous on a pensé que depuis lundi, les gens ont dit même depuis lundi, ce gouvernement-là devait sortir, mais jusqu'à ce jour, peut-être que les tractations continuent, mais on souhaiterait que ce gouvernement puisse être mis en place, parce qu'à l'allure où nous allons, on ne sait pas si le délai qui a été donné... Est-ce que ce délai pourrait être respecté? Le 4 mai, tout doit être installé. Le 4 mai, on doit avoir le président de la du Conseil de... Non, le président de la République ou bien le président du Conseil? Les deux. Le président de la République qui va prêter serment et le président du Conseil des ministres qui va aussi prêter serment. Le 4, là, le 4 mai 2025. Selon le chronogramme que nous avons eu à publier ça, ce chronogramme-là, où en principe le chef de l'État, quand il était élu en 2020, a prêté serment le 5 mai 2020. Ce qui veut dire que le 4 mai 2020, les 5 ans finissent. Comme on a changé la Constitution, et on dit c'est 12 mois, les 12 mois correspondent à la fin du mandat de Faure Gnassingbé. Donc en ce moment-là, jusqu'à ce moment, il faudrait qu'on ait un président de la République et un président du Conseil des ministres. Et en même temps, l'installation de toutes les institutions de la République. On voit que même de notre côté, la HAC n'est même pas encore au complet pour être installée. Donc tout ceci doit se faire dans un délai de 12 mois. Aujourd'hui, on a déjà perdu 2 mois. Il nous reste 10 mois. On a nommé le Premier ministre de cette transition. Quand est-ce que le gouvernement va être mis en place pour que ces actions-là, la primauté et la priorité de ces actions, c'est la mise en place des institutions de la République. Si à cette allure, est-ce qu'on va attendre là? Parce qu'on ne sait pas si la Constitution, dans ses dispositions transitoires, a prévu, au cas où on dépassait, qu'est-ce qui va se passer? Donc, dans ce cas, on continue de lire la nouvelle Constitution. On ne sait jamais. Alors, Ildefonse, vous avez suivi le développement de Abbas, d'abord par rapport à la reconduction de Mme Victoire Tomiga-Dobé. Et maintenant, ce qu'il faut faire, les dispositions à prendre pour cette période de transition. Rappelons qu'il ne reste que 10 mois. Moi, mon inquiétude depuis qu'on a commencé cette histoire de 5e République, c'est de savoir aujourd'hui si éventuellement on est dans la 5e République. Parce que si je m'en tiens à tout ce que Abbas vient de dire, presque toutes les institutions qui doivent former la 5e République n'existent pratiquement pas. Parce que quand moi j'ai jeté un coup d'œil sur certains documents, je me pose la question de savoir aujourd'hui, avec la nomination de la Première ministre, si entre elle et le président du Conseil des ministres, d'entre les deux, qui se pointera devant l'Assemblée nationale pour le discours sur la politique générale. Parce que je crois savoir, quand je fouille un peu les textes, que l'actuel règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne donne pas le quitus au Premier ministre de faire ce travail-là. Donc, pour moi, comme je l'ai dit depuis un moment, il y a un imbroglio, il y a un cafouillage politique qui est né de ce qu'on parte de la 4e République à la 5e République. Je me pose aujourd'hui la question de savoir laquelle des deux constitutions on est en train de suivre encore aujourd'hui. Parce qu'il y a tout un cafouillage dans tout ce que nous sommes en train de faire. Si la dernière fois, les députés ont relevé que dans le règlement intérieur qu'on a lié à la nouvelle constitution,
le Premier ministre n'a pas ce pouvoir de se présenter devant eux pour statuer sur la politique générale. Alors, il se pose beaucoup de problèmes. Et en d'autres termes, j'ai encore fouillé et je me suis rendu compte que normalement, en suivant la loi, les conseillers régionaux devaient normalement tenir leur première réunion le 20 juillet 2024 passé. Et ça, quand nous parlons d'une république, quand nous parlons d'un État, ce sont les lois qui font la république, ce sont les lois qui font un État. Mais si aujourd'hui ces lois-là sont foulées aux pieds, est-ce que nous sommes encore dans une république? Et si on l'est, il ne faut pas qu'on dise que nous sommes dans une république bananière, parce que pratiquement, non seulement les institutions ne sont pas nées, moi, en amont... Nous sommes en période transitoire, donc ça va se mettre en place oui, mais au fur et à mesure. Ce que moi j'ai demandé quand on m'a parlé de période transitoire, puisque nous sommes aujourd'hui dans la 5e République, dit-on, la première République, de la première République à la 4e République, est-ce que vous avez appris qu'il y a eu une période transitoire? Vous avez appris quand vous interrogez l'histoire? Moi, je ne l'ai pas appris. Mais ce que je sais, c'est que la Constitution prévoit tout. Prévoit tout. Mais bizarrement, de la première jusqu'à la 4e République, on n'a pas prévu de changement de Constitution. On a prévu une modification ou alors une révision des textes. Mais pour changer la Constitution, il faut aller vers le peuple. C'est ce que fait le général Yadema avait fait quand on passait de la 3e à la 4e République. Et si ça a été fait, c'est-à-dire en amont, on prépare tout. Et quand on appelle maintenant le peuple et que le peuple dit oui ou non, on sait ce qu'on doit faire. Pour la petite histoire, lorsque j'ai écouté le président de l'Assemblée pour leur première session, il a martelé que nous sommes dans la 5e République. Et si nous sommes aujourd'hui dans la 5e République, j'ai posé la question sur tous les plateaux où je passe, pourquoi appelle-t-on encore aujourd'hui M. Faure Gnassingbé président de la République? Parce que justement, au Parlement, c'est sa formation politique qui est majoritaire. Et la loi dit que le président du Conseil des ministres est celui-là dont le nombre de députés est supérieur. Mais ce n'est pas automatiquement, il faut mettre en place un certain nombre d'institutions d'abord. C'est ce que je vous dis. Je vous dis, normalement, en amont, tout devait être fait. C'est la question là que je vous ai posée. De la première République à la 4e République, est-ce que vous avez, quand vous tutoyez l'histoire, vous avez compris qu'il y a eu des périodes transitoires si le pays n'est pas en crise? Et si vous nous parlez aujourd'hui de période transitoire, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a une crise. Et qu'on soit à même de dire qu'il y a une crise politique. Et s'il y a une crise politique, je propose que le chef de l'État appelle les autres acteurs politiques, acteurs de la société politique et de la société civile, et dans un creuset pour qu'on trouve une solution à la crise. Est-ce que vous savez la constitution que nous utilisons aujourd'hui des deux? Vous? Je ne peux pas répondre à cette question. Comment vous ne pouvez pas répondre? Parce que malheureusement, je n'aime pas répondre aux questions sur ce plateau. Oui, parce que c'est vous qui posez. Parce que c'est vous qui posez. Après oui, mais dans les coulisses, on peut discuter. Oui, parce que je pourrais répondre aux questions. Oui, parce que, vous savez, en tant que journaliste, peut-être que je serai appelé d'ici là à aller parler de mon pays à l'extérieur. Hein? Et on me dit, mais vous êtes dans quelle république? Je dis 5e République. Vous utilisez quelle constitution? Aujourd'hui, vous me parlez de période transitoire. Dans cette période transitoire-là, quelle est la constitution que nous utilisons des deux? C'est pour cela que depuis la dernière fois, je parle d'imbroglio, je parle de cafouillage, je parle de flou politique. Moi, je ne comprends pas. Alors, si ceux qui sont nantis dans la chose, qui relèvent aujourd'hui, j'ai relevé deux choses. Hein. J'ai relevé que l'Assemblée, suivant son règlement intérieur, dit qu'elle ne peut pas recevoir le discours programme de la
Premier ministre. Qui va le faire maintenant? Tout ça là, est-ce qu'on a prévu ça? Alors, Abbas, dans son développement, Ildefonse a parlé d'un certain nombre de choses. Et à un moment donné, il a parlé de crise et qu'il faudrait que le premier responsable, c'est-à-dire le chef de l'État, appelle les autres acteurs et qu'ils s'asseyent discuter. Est-ce que nous sommes en crise? Bon, selon vous? Selon moi, je ne sais pas s'il y a crise ou pas, mais c'est par rapport à la Constitution qui se passe. Je pense que hier, je lisais même la Constitution là, toute entière de la 5e République. C'est hier que j'ai pris le temps même de lire l'ensemble de ce texte qui a prévu qu'on passe une transition avant d'installer toutes les institutions de la République. Pour le moment, on n'a pas ces institutions de la République. On ne les a pas. On n'a que seulement l'Assemblée nationale qui, lors de son entrée de droit, a fait un règlement intérieur qui a d'abord même commencé par être critiqué, qui a été problématique parce que les gens aussi se posaient la question de savoir pourquoi on doit arrimer le règlement intérieur à la nouvelle constitution. Donc, selon les explications, il a été dit que non, c'est parce que après on ne va pas revenir pour réviser cette constitution. Du moment où aujourd'hui... La constitution ou le règlement intérieur. Du moment où aujourd'hui, la même constitution a prévu certains articles, et comme c'est la loi que nous sommes en train d'appliquer, c'est sur ça que les gens sont en train de marcher. Puisqu'on n'a pas mis la... Puisqu'on dit on veut passer de ça à ça. Et passer de ça à ça, il faut quelque chose. Sûrement que peut-être que ce qui se passait auparavant, c'était dans la normalité. Je trouve ceci comme une particularité du Togo, une particularité où on a mis en même temps les dispositions transitoires collées directement à la constitution, nouvelle constitution qui doit s'appliquer et qui est en train de s'appliquer par rapport à la nouvelle constitution. Par rapport au chef de l'État, il y a les articles, je crois 295 et suivants, qui lui donnent le pouvoir de continuer sa profession. Et il a les prérogatives de faire toutes les actions, de mener toutes les actions, de faire toutes les nominations, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de la transition. De son mandat. De son mandat en tant que président. Non, jusqu'à la fin des 12 mois de transition. Pas de son mandat en tant que président. Jusqu'à la fin de ces 12 mois. C'est pour cela que pour le moment, elle est toujours là en train de diriger le pays comme président de la République. Et il peut nommer à tous les postes. Vous avez vu que la dernière fois, il y a une autre circulaire du gouvernement qui disait que les qui expliquait les affaires courantes. Les affaires courantes. Et finalement, on a vu que ces affaires courantes-là bloquaient même les ministres qui étaient devenus lassants. Donc, aujourd'hui, pour appliquer cette constitution, les mesures transitoires doivent être appliquées. Par rapport au règlement intérieur, moi, selon mon analyse, je ne pense pas qu'il y aura un autre programme encore à présenter à l'Assemblée nationale. J'ai suivi, c'est Mme Adjamabo qui a soulevé ça. Elle disait que nous avons un nouveau règlement intérieur qui est conforme à la nouvelle constitution. Est-ce que le Premier ministre qu'on a nommé maintenant, sur quelle base elle va venir se présenter devant eux pour lire son programme de gouvernement? Et c'est là que j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sorti d'une élection pour encore présenter un nouveau programme. On est en transition et que le programme c'est l'installation des institutions de la République. Je ne sais pas s'il faut aller présenter aussi ça aussi devant l'Assemblée nationale. Et il faut le faire. Nous avons rappelé les dispositions, ce que disent les dispositions de cette constitution, les dispositions transitoires de cette constitution. Je pense que si les gens lisent ça,
on va nous dire ce qu'il y a lieu de faire par rapport à cette situation. Est-ce que la Premier ministre va aller devant l'Assemblée nationale encore? Parce que j'ai révoqué ça. Est-ce qu'elle va passer? Et son passage. Vous l'avez révoqué dans votre article? Oui, dans le journal, pour dire est-ce qu'elle va se présenter devant l'Assemblée nationale? Mais des questions se posent et c'est ça qui nous a fait rappeler les dispositions transitoires de cette situation qui se présente à nous. Donc pour le moment, j'ai dit que nous sommes en train d'appliquer les dispositions transitoires de la Constitution, de la nouvelle Constitution, quand ça va finir à partir de 2025. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand ces dispositions transitoires, on n'arrive pas à les appliquer jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que hier, j'ai lu la Constitution là, jusqu'à la fin même des dispositions, mais je n'ai pas vu où on a prévu que si dans les délais de 12 mois, il n'y a pas, on n'est pas arrivé à installer toutes les institutions de la République, qu'est-ce qu'il va faire après? Qu'est-ce qui va être fait après? Est-ce qu'il y aura, attendons voir peut-être dans les 10 mois, ça va se faire, parce que 10 mois, c'est quand même pas 10 jours, hein, c'est pas 10 10 semaines. mois comme c'est long. Ce n'est pas long. 10 mois, c'est demain. 10 mois, c'est demain. Parce que vous voyez comment maintenant le temps file, les années courent. Et vous allez dire que 10 mois, c'est long, on peut arriver à faire quelque chose. Non, je ne pense pas. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faudrait, si on veut respecter la loi, les lois que nous sommes données, qu'on soit dans les délais qu'on se donne. Et là, on va dire que nous sommes en démocratie. Si on sait dire que nous avons fait ceci et on ne le fait pas dans les normes, c'est qu'on n'a rien fait. Donc, je ne pense pas que ça, la Constitution est mais là, nous sommes déjà au 8, ça veut dire qu'on a nous sommes au 8. On n'a que 9 mois. Il défonce un mot avant qu'on ne passe à autre chose rapidement. Depuis que tout ceci a commencé, il y a une seule question que je me pose. Est-ce qu'il fallait aller à cette précipitation-là quand on sait que le temps qu'on s'est donné pour faire asseoir la 5e République, on aura beaucoup de temps à faire ce qu'il faut? Parce que je me suis dit, si on avait suivi comme cela se doit la constitution qui régentait l'État togolais, et si on laissait le chef de l'État écouler son mandat, je crois que les choses seraient beaucoup plus faciles à faire. Parce que déjà, le premier problème qu'on a soulevé, c'est que ceux qui avaient fait preuve de proposition de loi même étaient dans une situation où on criait que lorsque vous êtes dans la gestion des affaires courantes, il y a des décisions que vous ne devez pas prendre. M. Trimois s'est prêté à ce jeu la dernière fois en rappelant à certains ministres ce genre de choses. C'est ce que nous avons dit en amont, et on ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui, on est dans la 5e République avec des institutions qui manquent. On est talonné par le temps parce que le mandat du chef de l'État prendra fin en mai 2025. Et c'est au mois de mai 2025, normalement, que toutes les institutions doivent être prêtes. Bon, essayons de voir si tout peut arriver et que nous serons en plein pied dans la 5e République. Parce que pour moi, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la 4e République ou bien la 5e République qui... Je vous donnerai la réponse tout à l'heure après l'émission. Alors, eh bien, nous allons rapidement terminer avec ce sujet. Je ne sais pas si on doit l'appeler crise, mais il y a un petit problème au sein du net. Le nouvel engagement togolais, l'ancien président, on se souvient, quelques jours après l'annonce des résultats, a dit se retirer de la scène politique. Et quelques jours après, on apprend qu'il a exclu du parti l'actuel président intérimaire et le responsable de communication. Et dans les analyses,
il veut revenir à la tête du parti. Abbas, est-ce que dans un parti politique, on peut aller et revenir comme on veut parce que c'est son parti, ou bien il faut respecter le règlement du parti politique? Oui, on peut aller et revenir. Comme on veut. Comme on veut, c'est ça. On a dit que ce n'est pas la première fois que ces genres de situations se présentent au niveau de normalement, c'est comme ça que ça se fait, ou bien c'est dans les partis politiques togolais? C'est les gens même qui ont inventé ça. J'ai dit, je démissionne, ou bien je mets fin à ma carrière politique, mais quand ça me prend, je vais revenir. Il n'y a rien à dire? Il n'y a rien à dire, c'est moi, je suis le fondateur de ce parti. On ne peut pas, je ne sais pas si vous n'êtes pas habitué à vous n'êtes pas un politicien vrai, vous n'allez pas dire que vous allez créer un parti politique. Il faut savoir les contours d'un parti politique. Il faut connaître les réussites et les échecs. Et lorsqu'on a les réussites et les échecs, on les gère. Quand vous prenez la position de Djeri Tama, je pense que le monsieur n'est pas un politicien. Pourquoi? Il est tombé par effraction dedans. Sinon, ce n'est pas à la suite d'un échec d'une élection que tu vas faire sortir tes émotions, tes sentiments pour dire je démissionne de la politique, je laisse et je nomme tel comme intérim et je demande aux jeunes de ne pas s'intéresser à la politique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui le fait courir? Pourquoi il veut revenir? Il a demandé à un groupe d'organiser une réunion pour le remettre sur scène. Et le groupe a fait une réunion sans en tenir informé au président bureau, par intérim. Au bureau par intérim, le président. Et le président prend une décision pour dire je te suspends parce que je ne suis pas informé. Vous avez violé le règlement intérieur de les statuts du parti. Et lui-même, il revient pour dire qu'il suspend celui-là qui l'a suspendu. Lui aussi, on l'a suspendu. Wonderful. Comment Djeri Tama va se ridiculiser jusqu'à ce point? C'est la politique. C'est la politique, mais il faut savoir gérer. C'est pour cela qu'il faut savoir gérer ses émotions lorsqu'on se dit politicien. Si tu es politicien, ne cherche pas à te ridiculiser. On a vu comment les choses sont passées auparavant. On a vu même au niveau du CAR, les choses sont passées de la même façon. Aujourd'hui, c'est Djeri Tama qui nous présente ce cinéma. C'est un show qui n'a pas sa raison d'être. Il dissout l'autre et l'autre c'est peut-être une série. Hein. On a suivi 2 épisodes. C'est-à-dire, c'est devenu... Quelqu'un qui est suspendu, c'est devenu, tu me renvoies, j'étais dissous. Il revient, il exclut 2 personnes. Peut-être que ces 2 personnes vont revenir encore. Il y aura non, ils vont l'exclure. Certainement que le parti, c'est la fin même du parti. Le 3e épisode. C'est la fin, je pense que c'est la fin du parti Le Net. Ce parti-là, d'abord, il se débattait pour avoir une position sur le territoire. Maintenant, avec tout ce qui se passe, même pendant les campagnes électorales, lorsqu'on parlait des élections législatives, il a suspendu certains candidats très sérieux à l'intérieur du pays. Et c'est la même chose qui continue. C'est pour ça qu'il dit que Djeri Tama n'a pas une notion politique pour gérer un parti politique. Et c'est ça qu'il a reçu. Ce sont les conséquences de son ignorance politique. Il a quitté l'armée, il est venu, il a créé une association. Après, c'est devenu un parti politique net. Il se met à faire ces genres de choses. Même quand tu vois même cette déclaration, lors du vote de cette constitution dont on est en train de parler, il dit que tel n'a pas voté, lui n'a pas voté. Mais finalement, il a voté. Il a voté. Ça dit on ne peut pas faire une chose et son contraire. Mais en politique, on peut faire une chose et son contraire à la fois. Et c'est ce que nous assistons. Alors, Ildefonse, en quelques minutes rapidement. Vous savez, ce qui me dérange quand on fait ce genre de discussion, surtout nous, Togolais, c'est quand il y a une connerie politique, on dit c'est ça la politique. C'est une connerie. Et sous d'autres politiques. Oui, mais sous d'autres cieux, une connerie en politique ne doit pas signifier c'est ça la politique. Non, c'est ce que je dis. Ça, c'est une connerie. Et je me demande si le parti, le Net, s'en tient à la charte des partis politiques. Est-ce que M. Djeri Tama, au soir de l'élection dont Abbas vient de parler,
à organiser un congrès pour dire je pars, pour dire aujourd'hui que je reviens, parce qu'il faudrait que nous arrivions à mettre dans nos habitudes le respect de la loi. C'est vrai que le prédicat président fondateur de parti politique, président fondateur, le prédicat fondateur fausse toutes les données sur le plan politique au Togo. Parce que, comme il a révélé tout à l'heure, Maître Agboibo, à un moment donné, il a dit je pars. Et puis, quelques mois après, il revient. On a trouvé... Aller-retour des responsables politiques. Vous savez, il y a plusieurs formations politiques togolaises qui se sont effondrées comme ça. L'UTD, CPP, l'UFC, et puis le CAR. Tout ça. Mais ne disons pas que c'est la politique. C'est une ignorance. Hein, et c'est une connerie aussi. Moi, je ne sais pas comment M. Djilitama est arrivé en politique, mais je crois qu'antérieurement, dans certaines de mes interventions, j'ai clamé, je continue toujours, par clamer haut et fort, qu'il n'est pas un exemple politique pour moi. Et voilà l'état des exemples dont je m'en tiens pour dire encore aujourd'hui qu'à un niveau donné, il y a des actes qu'on ne pose pas. Voilà tout ce que je peux te dire. Merci, Ildefonse Akpaki. Abbas, merci également à vous. Merci à Tchabouré qui nous a suivis depuis sa position. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi prochain à partir de 10h.